Merci de l'invitation. Bonsoir à tous. Alors, après une telle introduction, c'est difficile d'être à la hauteur des éloges. C'est un peu difficile comme exercice parce que, bon, d'abord, je ne connais pas tous, donc le degré un peu de connaissance du secteur et des mutations en cours pas forcément homogène entre nous, et puis bon, même si j'ai quelques éléments de connaissance sur la Tunisie, j'ai pas non plus une connaissance parfaite et très fine du secteur, du pays, donc j'ai essayé en tout cas de faire quelques constats, de défendre deux grandes idées importantes. La première, je l'ai évoquée, hein, c'est le poids des infrastructures comme condition sine qua non pour le développement d'une économie numérique. Alors c'est presque évident, hein, parlant de technologie, mais c'est important d'y revenir parce que on est souvent dans le secteur, dans le registre du « je sais bien mais quand même ». Je sais bien qu'il y a de la technologie, mais quand même on va surtout parler services, applications, usages, et en oubliant que derrière, y compris les entreprises qui font la une de l'actualité, hein, les Netflix, les Airbnb, les Uber, on pourrait rajouter d'autres lignes, ce n'est pas simplement des entreprises de services ou d'économie collaborative, c'est d'abord, et quand on discute avec leurs responsables, c'est comme ça qu'ils le présentent, des entreprises de technologie qui ont su développer des logiciels, des algorithmes, des services, et qui donnent l'idée de base, hein, faire rencontrer des chauffeurs et des consommateurs qui ont envie de se déplacer. C'est pas simplement cette idée-là qui permet de créer la valeur d'Uber, c'est la capacité d'avoir conçu une application qui permet de visualiser la disponibilité des chauffeurs, leur localisation. Et ça, c'est un travail technique qui se renouvelle en permanence. Et le succès d'Uber, c'est aussi la capacité d'être connecté en permanence via un smartphone, quel que soit l'endroit où je me trouve, dans Paris ou ailleurs, à l'application pour pouvoir faire appel à ce service. Et pareil pour le chauffeur. Donc c'est bien à la fois la combinaison de ressources technologiques fortes, d'idées de service, on y reviendra, je pense qu'Alain en reparlera, et d'une forte connectivité qui sont à la base de ce domaine. Alors, si on essaye un peu de rentrer davantage dans le détail, le constat du succès et de l'importance de la numérisation aujourd'hui, je pense qu'il est absolument évident au niveau mondial. D'abord, on a un trafic Internet qui partout dans le monde augmente à un rythme très soutenu. 42% de la population mondiale est aujourd'hui connectée. En moyenne, c'est 4h30 par jour devant un ordinateur et 2 heures sur son mobile. Alors cette connexion, elle est essentiellement forte dans les mobiles, mais je pense que c'est aussi le cas en Tunisie. Hein. En Tunisie, vous avez à peu près, mais vous corrigerez si je me trompe, hein, les chiffres que j'ai vu récemment, c'est 500 000 abonnés à l'Internet fixe pour 6,5 millions d'abonnés qui se connectent aux données mobiles. Et 1,9 million parmi ces 6,5 millions qui ont un abonnement spécifique au débit via des cartes 3G ou des cartes SIM data, soit à peu près 9% du total. Mais donc c'est quand même là aussi, on voit bien l'écart qu'il y a entre à la fois le fixe, hein, les réseaux traditionnels de télécommunications issus du téléphone et puis la force du mobile. Cet accroissement de ce développement mondial, on le retrouve aussi bien sûr dans l'accroissement à la fois du nombre d'utilisateurs, mais aussi de l'intensité des usages, avec une double combinaison qui contribue à cette croissance. Alors, une fois qu'on a dit ça, généralisation des outils, pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui la numérisation a tellement d'effets dans la vie des entreprises et dans la vie de l'économie? Mon hypothèse, elle est que ce double effet il tient un peu à une forme de résonance physique entre deux mouvements qui ont été un peu séparés pendant longtemps et que les technologies de l'information permettent de faire converger. Le premier mouvement, c'est finalement des objectifs qu'ont les entreprises et qu'ont le management depuis très longtemps, se rapprocher du consommateur,
pouvoir organiser la production en s'appuyant sur des usines, des lieux de fabrication délocalisés ou éclatés, où finalement on aura les meilleurs tarifs, les compétences les plus fortes, avoir des productions flexibles, etc. Ça, c'est des objectifs qui ne sont pas simplement liés au numérique, qui sont indépendantes et qui ont finalement porté toute la vague du management depuis quasiment un siècle. Depuis Taylor et l'organisation scientifique du travail, on est à la recherche d'outils d'optimisation dans le marketing, la logistique, etc. Parallèlement, les technologies de l'information et de la communication, elles permettent à la fois de changer le traitement de la connaissance. Dans la technologie de l'information et de la communication, il y a le I de l'information. Donc la capacité de mieux gérer les informations sur les process, sur les clients. Il y a également le C de communication, à savoir les capacités de mieux communiquer, de mieux repenser le rapport entre territoires, entre agents qui coopèrent. Et donc en fait on a eu à la fois ces soucis anciens du management et puis des technologies qui depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années offrent des capacités renouvelées de repenser les basiques du fonctionnement des entreprises qui finalement se sont fait écho l'un à l'autre et qui expliquent que l'appropriation massive des TIC avec des technologies qui sont très flexibles, qui peuvent être appropriées par toutes les formes d'organisation dans des contextes très différents. L'ordinateur sur lequel j'ai travaillé cet après-midi, c'est le même sur lequel éventuellement dans le train je verrai une vidéo ou que mon fils utilisera pour faire des jeux vidéo. C'est le même qui pourra être utilisé pour piloter un processus industriel ou une machine, qui pourra être utilisé pour faire de la simulation ou de la CAO. Donc c'est les mêmes outils finalement qui vont servir à énormément de choses, tout comme votre iPhone va servir à la fois à faire de la connexion d'objets, à téléphoner accessoirement, mais aussi à prendre des photos, à être sur les réseaux sociaux, etc. Donc cette très forte malléabilité, flexibilité des outils fait que les objectifs du management depuis des dizaines d'années, voire une centaine d'années, ont été finalement appliqués, utilisés et poursuivis dans des contextes très très différents. Et le caractère massif des transformations, à la fois dans les firmes, mais aussi dans tous les secteurs industriels, il tient en partie à cette double convergence de nouvelles fonctionnalités des technologies du numérique et de préoccupations qu'avait le management depuis longtemps. Alors ça n'empêche pas d'autres transformations plus spécifiques dont on parlera après, transformation des modèles économiques, transformation des chaînes de valeur, mais elles sont pour moi la suite finalement de ce préalable qui se traduit à la fois par des transformations dans les entreprises qui sont d'emblée dans le numérique. On parlait tout à l'heure, les entreprises, les opérateurs de télécom, les équipementiers, par exemple, ou les entreprises de services, les SS2I, forcément, elles sont d'emblée plongées dans ces transformations numériques. C'est leur cœur de métier. Mais on a une deuxième catégorie d'entreprises qui a été également énormément touchée, c'est toutes les entreprises traditionnelles qui se sont dit, mais tiens, je pourrais utiliser les technologies de l'information pour améliorer mes processus, pour être plus performant, pour toucher mes utilisateurs. Les entreprises du tourisme, les entreprises de l'agroalimentaire, les équipementiers, les fabricants de textiles et autres, n'ont pas forcément besoin du numérique pour faire changer leur métier, en tout cas en première instance, mais par contre, l'utilisation numérique va permettre de réduire les coûts des centrales de réservation, de la gestion des stocks, etc. Donc on a une deuxième catégorie qui sont finalement des secteurs qui vont bénéficier de gains de productivité. Et puis on a une troisième catégorie de secteurs, c'est les entreprises qui n'ont pas forcément envie de bouger, mais qui sont obligées de bouger parce que leurs clients sont équipés. Et que finalement la transformation n'est pas liée à un choix un peu stratégique, volontariste d'amélioration des performances, mais plutôt au souci de répondre aux sollicitations des clients. Le cas des taxis est typiquement celui-là. Les taxis sont restés pendant très très longtemps bloqués sur des fonctionnalités qui étaient extrêmement faibles pour réserver
des taxis par Internet, sur un smartphone. C'était très compliqué jusqu'à il y a un an ou deux. Il fallait prendre un abonnement, il faut payer, etc. C'est l'arrivée d'Uber qui a complètement bousculé. Et c'est le fait que les utilisateurs, ils avaient envie de pouvoir réserver plus facilement, sans passer par un téléphone, sans attendre, sans être dépendant. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, la Tunisie n'est pas si mal placée. Le chiffre que j'ai là aussi, c'est à peu près 40% des employés utilisent Internet dans vos entreprises, d'après ce que j'ai entendu, et on a plus de 700 sites marchands dans les statistiques que j'ai pu consulter. Alors, une fois que j'ai dit ça, bien entendu, je l'avais dit tout à l'heure, c'est les infrastructures technologiques qui vont, bien entendu, permettre le développement de la connectivité et le développement de l'économie qui va avec, et le développement des services. On ne peut pas se connecter à Uber si on n'a pas le réseau sur son smartphone. Et on voit bien d'ailleurs, je prends juste un contre-exemple, pourquoi le e-commerce est finalement relativement peu développé en Tunisie, de ce que j'ai compris. C'est probablement aussi en partie, alors c'est pas forcément des infrastructures techno, mais c'est les infrastructures qui sont liées au système de paiement sécurisé, etc., qui éventuellement vont handicaper. Donc c'est pas forcément la capacité des commerçants de se mettre en ligne, de construire des offres, mais ça va être les capacités de disposer d'infrastructures, alors financières dans ce cas-là, mais aussi techniques, de pouvoir développer des services. Alors pour ça, on ne va pas en revenir forcément sur les différents leviers, pourquoi le numérique est important pour les entreprises. Ça permet d'améliorer la productivité, d'accéder à de nouveaux marchés, d'innover sur les produits, sur les services, mais aussi ça permet de ne pas être détruit, de ne pas être ubérisé. Si vous revenez sur ce que je disais tout à l'heure sur les taxis, on est obligé de se transformer, et si on ne se transforme pas, on risque de détruire de la valeur. C'est également une opportunité, j'y reviendrai, de pouvoir changer les règles traditionnelles de la concurrence. Les règles traditionnelles de la concurrence, c'est quoi? C'est les grandes entreprises ont les marchés de masse, ont les marchés internationaux, et puis les PME sont plutôt sur des marchés de niche, sur des marchés spécialisés. Ce qu'on voit aujourd'hui à travers le développement du numérique, c'est que les entreprises, même localisées, même spécialisées, sont capables assez facilement de toucher des marchés mondiaux. On donnait au début de l'Internet l'exemple en France des producteurs de foie gras qui, au fin fond du Gers ou de la Corrèze, étaient capables de produire des foie gras et de les vendre partout dans le monde, en tout cas les pays qui acceptent le foie gras, mais parce qu'ils n'étaient plus dépendants simplement du marché local, des quelques touristes qui venaient leur acheter leur foie ou de leurs voisins. Donc une transformation de la concurrence parce que les petites entreprises peuvent aller toucher les marchés mondiaux et à l'inverse, les grandes entreprises peuvent spécialiser leur offre à travers le big data, à travers la customisation de masse pour attaquer des marchés qui jusque-là étaient des marchés de petites entreprises. Donc ce rapport grand-petit, ce rapport local-mondial, mais ce rapport aussi entreprise versus amateur ou économie collaborative, la gig économie comme on dit aux États-Unis, à savoir la capacité de fournir des services non pas simplement à partir de salariés ou d'employés, mais aussi à partir de contributeurs qui vont pouvoir mettre en location leur appartement, si sur Airbnb, convoyer des personnes, si c'est sur Uber, mais aussi éventuellement concevoir des offres, concevoir des services, assurer des mini-tâches, si on pense à des services comme ceux proposés par Amazon Cœur. Donc on a un véritable bouleversement à la fois des capacités des entreprises de se développer et des formes de la concurrence qui vont derrière. Pour les États, ça explique d'ailleurs que pour les États, on est finalement un souci un peu partagé dans tous les pays, mais vous faisiez état des initiatives prises en Tunisie en la matière, de pouvoir s'appuyer sur le numérique pour assurer un rebond à la croissance économique, assurer de la création de valeur. Alors, ces rebonds, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont d'une part le fait que le très haut débit,
on parlait de la 4G, j'y reviendrai, est source de création, d'innovation de services, par des vraies ruptures d'usage et par la capacité de créer des vrais business. On pourrait évoquer le cas du tourisme. C'est également source de valeur du point de vue des États parce que des réseaux de haut débit sont attractifs pour les consommateurs et permettent de créer ce qu'on pourrait appeler des premiums de prix. Les gens finalement sont prêts, les utilisateurs vont être prêts, les consommateurs vont être prêts à payer davantage leur service télécom si ils n'ont pas simplement de la voix et de la donnée avec un filet très réduit et très lent, mais s'ils ont accès à des services massifs. Une des raisons principales de l'accélération de la 4G, du déploiement de la 4G en France, ça a été que tous les opérateurs se sont dit on va pouvoir augmenter de 5 € le prix des abonnements. Ça n'a pas été complètement le cas pour d'autres raisons, mais ces premiums de prix sont aussi des façons de créer un levier sur les opérateurs. L'autre raison, c'est que les plateformes, les acteurs du numérique peuvent finalement concevoir des services intégrés en faisant converger les tuyaux et les contenus, en faisant converger les offres fixes et les offres mobiles à partir de ces infrastructures. On voit aujourd'hui les mouvements qu'il y a eu en France autour à la fois du rapprochement entre la SFR numéricable, du rachat d'acteurs des médias par ces acteurs des télécoms, liés à cette nouvelle forme de convergence et ce souci que finalement on va développer l'industrie traditionnelle en l'accrochant d'une certaine façon à une structure. SFR propose, ça a été annoncé ce matin, de 6 mois d'abonnement à Libération. Je pense que les personnes qui sont là, vous entendez bien? Ça va? C'est moyen, c'est Ils font des efforts. Ils font des efforts. Oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on va commencer par les entrées. Moi, j'ai une question justement par rapport à ça. J'ai un point concernant le. Vous avez parlé tout à l'heure en fait des acteurs qui n'ont pas vraiment le choix, qui doivent vraiment se transformer parce que leurs clients exigent une transformation, parce qu'il y a forcément un changement de comportement qui fait que les entreprises doivent s'adapter. Donc ça, c'est des changements qui sont vraiment imposés par le consommateur. Moi, je voudrais poser la question, et je pense que là, on peut après enchaîner avec l'entrée et on échangera éventuellement tout à l'heure. C'est quel serait le rôle que peut jouer le régulateur. Et donc, il y a des changements par le consommateur, mais comment le régulateur peut jouer un rôle aussi catalyseur qui permet d'imposer ce changement et de dynamiser le secteur du numérique. Alors, le rôle du régulateur, soutenir les infrastructures, c'est un problème un peu... Je vais parler plus fort, pardon. Soutenir les infrastructures, c'est un problème qui est pas très simple pour la régulation, qui est cœur de métier pour le régulateur. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas très simple? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est plus simplement, en tout cas, je parle de la France, mais je pense que le cas de la Tunisie et puis l'annonce des offres pour la 4G, etc., montre que les acteurs se transforment très vite, font que l'écosystème du numérique est beaucoup plus compliqué que celui qui pouvait être il y a quelques années, quand il s'agissait simplement de privatiser les opérateurs historiques, les monopoles historiques, et d'assurer l'émergence d'une forme de concurrence alternative. On n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là aujourd'hui parce qu'à la fois, on a des réseaux de nouvelle génération, aussi bien fixes et mobiles, et finalement, le défi pour le secteur, le défi pour le régulateur, pour accompagner ces secteurs, c'est de pouvoir mobiliser sur la durée, de la part des opérateurs, des investissements significatifs dans le fixe, dans le mobile et dans les services. Dans les plateformes, par exemple. Les opérateurs qui vont acheter les licences 4G ou qui vont se déployer dans la 4G en Tunisie dans les mois qui viennent, et les annonces qui ont été faites sont extrêmement ambitieuses en termes de couverture. Ce que j'ai compris, c'est 20% de couverture d'ici la fin de l'année, en commençant par le centre du pays, qui n'est pas forcément le plus facile à équiper, mais ça veut dire que les opérateurs vont devoir équiper en mobile, monter également probablement en fixe, parce que je pense que pour un certain nombre de sites industriels, le mobile ne permet pas d'assurer des couvertures de trafic, de volume, etc. suffisants. Ça veut dire aussi tirer probablement de la fibre sur certains sites ou dans certains endroits, ou améliorer la DSL.
Donc ces investissements, c'est des sommes considérables, plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années régulièrement. Et dans des configurations donc, où on a une multiplicité d'acteurs qui deviennent présents, parce que les acteurs de l'Internet arrivent aussi sur le secteur des télécoms et qui était jusque-là un peu protégé. Donc il ne s'agit pas simplement d'assurer de la concurrence a posteriori, mais il s'agit finalement ex ante de définir les règles d'architecture du secteur qui permettent à la fois de garantir des investissements et des investissements dans des bonnes conditions, qui permettent de l'innovation, et tout en maintenant un degré de concurrence suffisant. Juste, je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez pris tout à l'heure sur la 4G. L'objectif, c'est d'atteindre une couverture totale d'ici 2020. Est-ce que ça serait pas... 20%, non, 97% de ce que j'ai compris dans 10 ans. C'est ambitieux, mais bon, on va les croire sur parole. Le point, c'est de dire, est-ce que aujourd'hui la 4G pourrait pas être le saut de grenouille de la Tunisie? Ça veut dire qu'au lieu de passer par les étapes un peu intermédiaires que l'Europe a dû faire sur le câblage pour pouvoir assurer une couverture et la connectivité, est-ce que c'est pas une opportunité intéressante en disant... Si on arrive vraiment à directement passer à la 4G sans passer par la case filaire, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour dynamiser le secteur du numérique? Non, c'est une opportunité, et je pense qu'aujourd'hui, le pourcentage relatif des accès fixes et des accès mobiles, de toute façon, je veux dire, la messe est dite d'une certaine manière, au sens où je pense que le filaire aujourd'hui, en tout cas sur la version classique, c'est trop tard, et puis ça n'aura aucun sens de réinvestir là-dessus. Par contre, je pense que sur des sites industriels ou sur certaines activités, le mobile, dans tous les cas, ne permet pas de porter un trafic volumineux ou en tout cas d'assurer des transmissions suffisantes. Je pense en matière de santé. Je sais qu'il y a pas mal de tourisme médical en Tunisie. Ça peut être on peut imaginer que ça pourrait être intéressant d'assurer des diagnostics à distance pour qu'éventuellement toute la partie diagnostic, etc., en imagerie soit faite à distance et qu'ensuite les gens ne soient pas fixés. Mais ça suppose transmettre des radios, par exemple, ou de l'imagerie médicale, c'est des volumes de données considérables que le mobile n'est pas pour lequel le mobile n'est pas forcément adapté. Je prends un autre exemple. Pourquoi sur ces questions Donc il y a déjà ce problème-là. Je pense que de toute façon, il y aura besoin d'un peu de filaire, pas forcément partout, pas forcément sans doute du 100%, et naturellement, sûrement pas du 100%, mais il y a besoin de fibres dédiées, y compris pour des raisons de sécurité. Donc c'est bien, mais pas assez.